Quelques 12 millions d'élèves font leur retour à l'école aujourd'hui, une rentrée où les pénuries d'enseignants, malgré la promesse d'un professeur devant chaque classe, sont éclipsées médiatiquement par l'interdiction de l'abaya à l'école, cette longue robe enveloppante portée par certaines filles musulmanes. Alors ce mot naguère inconnu sous nos latitudes, a suscité quelques perplexités quant à l'interprétation qu'il fallait lui donner. Aussi ai-je sollicité ce matin la présence de Malika Sorel, essayiste, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration, qui avait déjà étudié le sujet il y a quelques années. On va d'ailleurs y venir. Malika Sorel avait publié Les Dindons de la farce aux éditions Albin Michel et elle est avec nous ce matin. Bonjour Malika Sorel. Bonjour. Peut-être peut-on commencer par tout à fait autre chose, parce que j'aimerais resituer quelque peu votre parcours et vous allez vous resituer vous-même, de faire peut-être mémoire du général Georgelin. On peut commencer par ça, Malika Sorel ? Oui, absolument. Je l'avais rencontré dans le cadre... Alors, j'ai rencontré à 2 reprises. La première fois, en tant que grand chancelier de la Légion d'honneur, dans les salons de l'Élysée. Il était présent lorsque j'ai été décoré par le président de la République de la Légion d'honneur. Et sa simplicité m'avait beaucoup touchée. Nous étions 5 ou 6 à être décorés au même moment par le président Nicolas Sarkozy. Et le grand chancelier, donc le général Georgelin, était resté toute la soirée dans mon cercle d'amis, de proches que j'avais invités pour la cérémonie. Et la deuxième fois où je l'ai croisé, ça m'avait vraiment touchée, c'est lorsque mon précédent livre, Décomposition française, avait reçu le prix des membres de la Légion d'honneur, des sociétaires de la Légion d'honneur, et il me l'avait remis en main propre dans l'hôtel de la Légion d'honneur, et nous avions eu un très long entretien en tête-à-tête avant, et il m'avait dit sa préoccupation de ces sujets de l'intégration, de l'immigration. Il m'avait dit son espoir que la figure d'Abdelkader joue pour la réconciliation entre les peuples. Donc qui était Abdelkader, Malika Sorel ? C'est quelqu'un qui a combattu très longtemps la France. Et c'est un profil très intéressant. Alors, le général Georgelin me parlait de la deuxième partie d'Abdelkader, lorsque il est devenu lui-même pacificateur, après avoir été un combattant absolument terrifiant. C'est-à-dire qu'il n'hésitait pas, comme dans toute guerre, à tuer, même de manière atroce. Et puis, dans sa deuxième partie de sa vie, Abdelkader est devenu un pacificateur. La France dit c'est un ami de la France et d'ailleurs il a même intercédé pour des populations, des minorités chrétiennes en Orient au cours de sa vie. Donc c'était vraiment, pour moi, c'était très touchant. On parle de la conquête de l'Algérie là. Tout à fait, absolument. Abdelkader, oui, excusez-moi, c'était dans le cadre de la guerre de France-Algérie ou Algérie-France. Et ce qui est très intéressant, c'est que la figure d'Abdelkader, alors moi j'ai découvert lorsque je suis arrivée vivre en France, il était perçu comme un ami de la France, et nous en Algérie, au collège, on nous l'enseignait en histoire comme étant un adversaire et un ennemi acharné de la France. Donc vous voyez que même au travers de cette figure, mais en tout cas vraiment j'ai été bouleversée par la disparition du général Georgelin dans les conditions de solitude que nous savons, alors que c'était un homme très jovial, très humain, très humaniste. Il vous avait parlé de Notre-Dame ? Alors, le général Georgelin, quand j'ai eu mon prix, Notre-Dame n'avait pas encore brûlé. Et ce qui m'avait beaucoup ému aussi, lorsque Notre-Dame a brûlé, c'est que sans concertation, nous avons utilisé exactement le même terme pour qualifier Notre-Dame. Moi, dans un article du Figaro, et puis lui, lorsqu'il a été interviewé, parlant du fait que Notre-Dame ne pouvait qu'être sauvée et restaurée à l'identique, car Notre-Dame incarnait et symbolisait l'âme de la France. Ce terme d'âme, c'est quelque chose, une nouvelle fois, je me suis dit, il y a une grande proximité, le fait de percevoir et de ressentir la même chose. Et puisque vous avez parlé d'Abdelkader, j'en profite pour souligner l'excellente exposition qui a lieu en ce moment sur l'île Sainte-Marguerite, juste en face de Cannes, sur l'une des îles de l'Érins. La Smala d'Abdelkader y avait été emprisonnée. À l'époque, ça avait fait grand bruit, mais ça avait été plutôt anecdotique, et c'est un événement plutôt méconnu sur lequel on revient si jamais vous visitez cette très belle île Sainte-Marguerite, juste à côté de Saint-Honorat, donc dans le port de Cannes, la baie de Cannes. Et là, 3000 personnes y avaient séjourné de 1843 à 1848. Voilà, toute la famille d'Abdelkader en particulier, puis d'autres chefs coutumiers d'Algérie.
C'est jusque quand l'exposition? Écoutez, c'est en ce moment. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs c'est le fameux fort où l'homme au masque de fer a été emprisonné. Oui, je connais et j'encourage tout le monde à visiter cette très belle ville qui est extrêmement bien gérée par un grand maire, David Lisnard. Je tiens à donner son nom parce qu'il n'est pas connu. Il mériterait qu'on le connaisse davantage. Maire de Cannes. Alors, l'abaya, Malika Sorel, comment avez-vous interprété cette polémique, cette énième polémique, parce qu'on a l'impression que depuis un demi-siècle, depuis l'affaire du voile de Creil en 1984, les choses ne s'arrangent guère, en fait. Absolument. Ne s'arrangent guère, j'entends par là, chaque fois on retombe sur les mêmes polémiques. Alors, les choses se dégradent, c'est ça qu'il faut retenir. L'abaya n'est absolument pas quelque chose de nouveau, parce que dès 2012, dans un rapport officiel du Haut Conseil d'intégration, donc qui était rattaché à Matignon, et nous travaillions à l'époque pour Matignon et l'Élysée, nous avions dans un rapport consigné, écrit, donc un rapport qui a été publié, le fait qu'il y avait l'émergence de cette longue robe noire, et nous écrivions à l'époque que cette robe longue était déjà répertoriée sur le site religieux comme étant un signe religieux. Nous nous interrogeons sur le fait que certains chefs d'établissement l'autorisaient, d'autres la refusaient, d'autres se questionnaient. Que faire à propos de cette abaya? Et nous concluons notre propos dans ce rapport par le fait qu'il ne faisait aucun doute que cette tenue, cette abaya était religieuse et qu'elle tombait donc sous le champ de l'application de 2004. Et donc, il n'y avait pas matière à s'interroger qu'il fallait l'interdire. Donc, 2012, la question qu'il faut se poser, c'est qu'ont fait les ministres qui se sont succédés? Parce qu'il lui fallu agir très vite et à chaque fois qu'il y a cette volonté d'un certain nombre d'élèves de s'affranchir des lois de la République, il faut absolument être ferme et réagir tout de suite pour ne pas que ça prenne de l'ampleur et aussi parce qu'au travers de toutes ces contestations, que ce soit celle-ci ou d'autres, se joue l'autorité de l'État. Et là, nous sommes face à un problème, pour moi, le plus préoccupant, c'est la perte de l'autorité de l'État. Nous l'avons vu lors des émeutes, où 250 établissements scolaires ont été brûlés, beaucoup de voitures, on chiffre à plus d'1 milliard, c'est ce que j'ai entendu, d'euros. Les dégâts, rendez-vous compte, c'est très préoccupant. Mais Malika Sorel, on dit que les signalements d'abaya ou les signalements qui ont pu porter préjudice à l'ambiance d'un établissement, certes, ont beaucoup augmenté, plus 150% en 2 ans, c'est ce qu'on dit. Mais est-ce que ça concerne vraiment beaucoup d'établissements ? Oui, parce que d'abord, beaucoup d'établissements ne signalent pas. Déjà, à l'époque, en 2012, lorsque nous avons réfléchi à cela, parce que nous avions des remontées de terrain, nous avions déjà constaté qu'un certain nombre d'établissements ne voulaient pas faire de vagues. D'autres ont peur et ne souhaitent pas le signaler. Il faut vraiment mettre cela en regard du fait que les statistiques disent également que 50% d'enseignants dans les zones d'éducation prioritaire, dont la plupart en réalité, quand on dit quartier sensible, zone d'éducation prioritaire, sont les quartiers de l'immigration. Il faut arrêter non plus de tourner autour du pot, les quartiers de l'immigration. Et donc 50% des enseignants s'autocensurent de crainte d'avoir des problèmes avec leurs élèves. Rendez-vous compte, c'est-à-dire enseigner avec la peur au ventre. C'est tout à fait catastrophique. Et donc oui, c'est assez général. D'ailleurs, il suffit... Mais comment savez-vous qu'ils s'autocensurent ? Parce qu'il y a eu déjà des enquêtes qui ont été conduites et les enseignants disent s'autocensurer. Ils ont peur. Alors, une partie du programme passe à la trappe. Bon, certains que nous connaissons, mais par exemple l'antisémitisme, etc., mais également les cours d'histoire, certaines œuvres. Déjà à l'époque, nous avions constaté que certains philosophes ne pouvaient plus être enseignés, Voltaire, mais aussi saint Thomas d'Aquin, parce que les élèves s'arrogent le droit de décider ce qui doit être dit ou pas et de quelle manière cela doit être dit. Donc c'est véritablement un problème et le fait à chaque fois d'attendre avant de réagir fait que nous laissons les élèves prendre l'ascendant sur l'enseignant et les enseignants et les chefs d'établissement ne veulent pas réagir parce qu'ils ont peur. Et aujourd'hui, avec l'assassinat, l'égorgement de Samuel Paty, c'est encore pire. C'est-à-dire que les profs ont peur. Et ça rejoint le sujet que vous avez abordé en disant aujourd'hui, la rentrée scolaire, alors que nous manquons cruellement d'enseignants, est éclipsée par la question de l'abaya. Effectivement, la France n'aurait jamais dû à se poser la question de l'abaya, etc. Mais c'est lié parce que de moins en moins d'enseignants, de personnes veulent rejoindre l'enseignement
Parce que quand vous démarrez, que vous êtes jeune enseignant, vous allez dans ces quartiers de l'immigration et au vu de l'ambiance, personne ne veut y aller aujourd'hui. Moi, j'étais dans une réunion où c'était organisé, c'était l'insécurité à l'école. Et une syndicaliste enseignante à côté de moi répond à Monsieur Debardieu qui dit il faut revaloriser le métier d'enseignant. Et elle, puis à côté de moi, elle a fini par saisir le micro, se lever et carrément hurler en disant on ne veut pas d'argent, ce n'est pas la question, les profs ne veulent plus y aller. Nous parlions des quartiers de l'immigration. Les profs ne veulent plus y aller. Voilà le problème. Donc tout cela, il y est. La perte de l'autorité de l'État, la montée en puissance de l'affirmation identitaire et religieuse, c'est la même chose, vous savez, identité, religion, parce que dans un rapport que je cite dans mon livre de l'Union européenne qui date déjà de 91, était mentionné que pour la plupart des migrants, l'identité culturelle se confond avec l'identité religieuse, donc la boucle est bouclée. Et qu'est-ce qui a été fait? Pas suffisamment pour répondre à ces défis. Mais Malika Sorel, comment expliquez-vous que le Conseil français du culte musulman dise que l'abaya n'est pas un vêtement religieux et semble contredire justement votre appréciation des choses? Mais je pense qu'il ne faut pas l'écouter. Parce que si chacun est dans sa stratégie. Si l'UE disent ce n'est pas religieux, ça veut dire que ça ne tombe pas sous la loi de 2004 et donc on ne va pas pouvoir l'interdire ou dire vous ne mettez pas ça à l'école. Et donc on permet à ce signe religieux d'avancer. Et ce qui se passe... Mais en quoi est-ce religieux? C'est religieux, alors, pour deux raisons. Parce que dans le droit, il y a l'esprit et la lettre. L'esprit, c'est le fait que dans la religion musulmane, la femme doit se couvrir. Tahar Ben Jelloun l'a dit sur France Culture, je vais vous donner son propos exact, et il dit « L'islam ne changera jamais, mais ce sont les musulmans qui devront changer leur attitude, leur comportement, leur façon de vivre, leur religion. » Et il poursuit, Tahar Ben Jelloun, sur France Culture, donc, le corps de la femme est le principal objet de fixation chez certains musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites. C'est pour cela qu'on cherche à ce que le corps des femmes ne s'exprime pas, qu'il ne se dévoile pas, qu'il ne soit pas libre, alors on le cache. C'est la question de l'abaya. Donc, c'est l'esprit. Et ensuite, la lettre, c'est très simple. Il y a également un islamologue, Abdeloumed Medeb, Le Monde, décembre 2009. Il avait écrit et donné les références aux sourates du Coran qui renvoient vers lequel cette sourate du Coran renvoie au voilement de la femme. C'est-à-dire que la femme, pour être respectable et donc respectée, doit absolument couvrir ses atours, en font partie les cheveux, etc. Et c'est assez codé, c'est-à-dire que vous devez laisser apparaître que les mains, le rond du visage, et il est même spécifié les moments dans lesquels vous pouvez vous découvrir. Par exemple, est-ce que vous avez le droit de vous découvrir en présence de votre père ou votre frère, vos cousins? Et là aussi, donc c'est extrêmement codé. Et donc, vous voyez, c'est religieux, aussi bien dans la lettre que dans l'esprit. L'esprit, c'est Tahar Ben Jelloun, le fait que la femme ne doit pas se dévoiler, il faut la couvrir. Et la lettre, il faut retourner au Coran. Là aussi, je cite dans mes livres, il y a les références, Abdeloumed Medeb. Donc, il faut qu'on cesse de, quelque part, perdre la main. Et de toute manière, ce n'est pas au CFCM, au culte musulman, d'édicter et de dire ce que nous voulons faire ou pas en termes qu'autorité. Non, mais ça publique. peut servir de référence ou du moins d'éclairage sur la question. Ça peut servir d'éclairage. Ceci dit, si vous observez depuis 40 ans, excusez-moi, mais les hommes et les femmes politiques se sont fait promener en permanence. Et puisque vous parlez de cela, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas suffisamment, et ils ont tendance à aller aussi vers pas de vague, les hommes et les femmes politiques, pas de vague, pas de problème. La preuve, maintenant ça fait boule de neige. Je vais saisir cette occasion pour dire quelque chose. Vous avez reçu récemment Eric Emmanuel Schmitt. Et donc il vous a dit des choses très intéressantes que j'ai beaucoup appréciées, et il a dit les 3 religions se caractérisent par des valeurs fondamentales. Il a dit le judaïsme c'est par le respect, l'islam c'est la soumission, et le christianisme c'est l'amour. Je suis d'accord sur le judaïsme et sur le christianisme. Le judaïsme, je connais moins. Le christianisme, je connais très bien. Mais sur l'islam aussi, je connais très bien l'islam. Eric Emmanuel Schmitt se trompe. Ce n'est pas la soumission. La soumission n'est qu'une conséquence. La valeur fondamentale et le principe fondamental de l'islam, c'est la vérité. Et c'est là que se situe le nœud du problème, parce que c'est la vérité. Pourquoi la vérité? Et donc, la vérité, c'est-à-dire que les musulmans détiennent la vérité. Et c'est pour ça qu'il convient, pour le bien de l'humanité, les catholiques disent la même chose, de l'imposer. Et les juifs aussi, non? Non, parce qu'il n'y a pas... Alors, chez les juifs, il n'y a aucun prosélytisme.
Vous ne pouvez pas devenir juif comme cela, c'est extrêmement difficile. Ils ne sont pas prosélytes. Vous avez 2 religions qui sont prosélytes. Vous avez les musulmans et les chrétiens qui veulent répandre leur foi. C'est le prosélytisme. Et les musulmans le sont, et ils le sont au nom de la vérité. Donc si Eric Emmanuel Schmitt nous entend, nous écoute, ce n'est pas la soumission. La soumission, c'est une conséquence, c'est la vérité. Et donc, ça a une incidence sur l'abaya. Parce que la femme qui va se promener voilée, vu que c'est un commandement religieux, elle devient, malgré elle, une leçon de morale ambulante. Elle rappelle à toutes les autres que pour être respectée, respectable et donc respectée, elle doit se conformer et donc se voiler. Et donc, c'est aussi, ce vêtement, un instrument de prosélytisme, que la fille le veuille ou pas. Et d'ailleurs, un certain nombre de filles aussi, quand je dis respectable, donc respectée, se voilent pour éviter justement d'être agressée, d'être attaquée, tout ce que vous voulez. Malika Sorel, il semble qu'il y ait une divergence d'interprétation sur le port de l'abaya. Les jeunes filles portent-elles ce type de vêtements par goût de l'émancipation, pour se distinguer, voire pour provoquer, pourquoi pas après tout? Et puis, ou alors, est-ce l'expression, si on utilise le registre féministe, du patriarcat, dans la mesure où elle serait téléguidée par des hommes qui veulent qu'elle soit habillée ainsi? Donc, est-ce l'expression d'une liberté ou l'expression d'une soumission? Je reprends ce terme. Alors, l'expression d'une liberté. Je renvoie à ce qu'Abdelmedeb a écrit dans Le Monde, dont je cite des extraits dans mon dernier ouvrage. Le fait de vouloir couvrir la femme, il dit que c'est une atteinte au principe de l'égalité et de la dignité. Je ne vois pas où est la liberté. Deuxièmement, oui, mais quand c'est elle qui le choisit. Non, on ne peut pas choisir. Même Louis, lorsqu'il fait parfois 35-40 degrés, que vous entendez partout, dans tous les médias, dès que la température monte en France, ce qui m'amuse beaucoup, parce que j'ai vécu en Algérie, on ne faisait pas un tel ramdam quand la température montait, il faisait très très chaud. Et, par rapport à ici, je ferme la parenthèse, et donc vous imaginez bien que vêtue, couverte, avec aucune respiration, ça défie l'entendement. Qui va accepter de soi de se couvrir comme cela, parfois avec des couleurs noires? Les couleurs noires, ça absorbe le rayonnement solaire. Alors que quand il fait chaud, on dit pour renvoyer le rayon solaire, on s'habille plutôt en clair. Donc ce n'est pas possible. Ce sont des filles intelligentes, beaucoup étudiées, parlent parfaitement le français. Ça masque les rondeurs toutefois. C'est un autre sujet. Donc là, vous parlez de la liberté. Ce n'est absolument pas la liberté. Il y a le fait, pour certaines, d'être obligées, mais contrairement à ce que pensent les Occidentaux, les femmes ne sont pas nécessairement soumises. Elles jouent un rôle décisif dans la transmission. Donc il faut arrêter de dire, parce que là les gens s'égarent en pensant que les femmes sont soumises, ne font qu'obéir au mal de leur famille, mais dans beaucoup de familles, et d'ailleurs chez les catholiques aussi, les mères jouent un rôle extrêmement important dans la transmission. Même le catéchisme sont les femmes qui transmettent, mais c'est pareil dans la religion musulmane, les femmes jouent un rôle extrêmement important. Il y a une manière, je reviens sur ce que vous dites, une manière aussi de montrer qu'elles ne sont pas françaises, qu'elles se distinguent des Français. Et c'est là où c'est grave. Et c'est grave pourquoi? Parce que, alors il y a aussi le phénomène de groupe, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui vont se voiler, mettre l'abaya, de peur d'être rejetées par les copines. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est un instrument de prosélytisme. On vous montre le chemin à suivre d'Allah, etc. Et donc, celles qui n'y vont pas ont peur de l'enfer, etc. C'est quelque chose qui... L'enseignement dans les familles musulmanes, c'est quelque chose de très concret. On vous rappelle le feu, toutes les épreuves que vous allez passer en enfer. Je peux vous dire que très jeune, vous êtes terrorisés. Donc, c'est un enseignement qui ne se fait pas par l'amour dont vous parliez tout à l'heure. Donc, il y a ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a cette volonté de se démarquer, de montrer qu'elles ne sont pas françaises. Et d'ailleurs, on a un sondage IFOP 2020, 74% des jeunes musulmans de moins 25 ans disent placer la religion musulmane et ses lois avant les lois de la République. Vous en avez une traduction dans l'école. Donc, quand vous me dites, est-ce que c'est très répandu? Si vous avez 74% des jeunes musulmans qui placent les lois de l'islam au-dessus des lois de la République, imaginez-vous les conséquences sur le terrain, que ce soit vestimentaire ou en termes de contestation des programmes. Et pourquoi est-ce que c'est préoccupant? Parce que hier, j'entendais
j'écoutais une rediffusion d'une émission à laquelle a participé François Bayrou. Et François Bayrou dit 90% des musulmans sont intégrés. Alors moi, j'aimerais bien qu'il me dise d'où il a sorti son chiffre 90%. Parce que si nous avions 90%, et dans mes livres, je donne les chiffres de l'INSEE. Une émission récente ? Hier. Oui, mais l'émission est elle-même oui, récente ? Absolument, c'était hier. C'était hier. 90%. Moi, j'écoutais, mais il reposte. Donc, ça se retrouve, c'était le grand jury, je crois, de CNews. Et c'est en ligne, ça se retrouve. 90% des familles des musulmans s'intègrent. Si 90% des musulmans s'étaient intégrés, se sont intégrés, il a dit, s'étaient intégrés, nous ne pourrions pas arriver à ce que 74% des jeunes de moins de 25 ans... Oui, les deux données se contredisent. Elles se contredisent complètement. Manifestement. Donc, ça renvoie à la volonté d'aveuglement des élites politiques. Et je pense que le nœud du problème est là. Et elles ont persisté, et j'en parle toujours. Il me reste à inviter François Bayrou pour lui demander des explications. Oui, qui donne ces chiffres. Moi, ça m'intéresserait, absolument. Vous estimez que Gabriel Attal a pris la bonne décision par rapport à Pape Ndiaye, son prédécesseur ? Et par rapport à tous ceux qui étaient là depuis 2012, c'est-à-dire Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Michel Blanquer, tous, oui, moi je soutiens pleinement la décision de Gabriel Attal et j'ai toujours dit, parce que je l'ai vu aussi, parce que j'ai fréquenté le monde de la politique de l'intérieur et de la haute administration, que ce sujet n'avait été qu'une question de volonté politique et que quand on veut, on peut et il faut le faire. Et il y a un sujet, moi j'estime qu'il faut mettre sur la table parce que c'est lui le plus important. Quand je dis à chaque fois pourquoi c'est important, le 74%, etc., qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous parliez, pourquoi font-elles ça ? Elles font ça aussi parce qu'il y a un sentiment d'impunité. Et l'impunité a été nourrie par le fait que la nationalité française a été accordée dans un viol du code civil qui préconisait, qui recommandait, qui obligeait les élites politiques de la haute administration à faire qu'on ne délivre l'identité française qu'à celui qui est devenu français, qui s'est assimilé. Donc ces personnes, pour elles, ne risquent rien. Elles sont en France, elles disent « je suis chez moi, je fais ce que je veux ». Et donc, si elles avaient peur, parce qu'elles étaient restées étrangères, parce qu'en réalité, leur comportement montre qu'elles ne sont pas françaises, je parle de l'identité, elles sont étrangères. Elles ne se comporteraient pas comme cela parce qu'elles auraient peur. Donc, Gabriel Attal a raison. Et je vais dire un propos, c'est que ce ne sont pas sur les mineurs qu'il faut agir, c'est sur leur famille. Parce que dans la... De quelle manière ? De plusieurs manières. Il faut... convoquer les parents, donc ne même pas parler avec l'enfant. Quand le Premier ministre Gabriel Attal dit « nous allons discuter », non, il n'y a pas à discuter, il y a des règles, ils doivent l'appliquer. Donc le chef d'établissement convoque les familles, montre la lettre de Gabriel Attal. Montre la lettre, et c'est pas « nous allons discuter, expliquer », il faut arrêter de dire « nous allons expliquer », parce que on revient à la colonisation, c'est le côté paternaliste, « oh mais c'est des sous-développés, ils comprennent pas ». Non, 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 ils comprennent tout, ils sont très intelligents. Ils ont déjà compris pourquoi il fallait attaquer, entre guillemets, la laïcité, qui, je le rappelle, Jean-Paul II avait dit la laïcité fait partie de l'héritage chrétien lorsqu'il est venu en France. Et donc, il faut parler aux parents. S'ils ne veulent pas comprendre, suspension des aides aux allocations familiales, c'est moi qui l'avais préconisé lorsque j'étais au conseil d'intégration. Nous l'avons fait et ça a mis fin à un certain nombre d'absentéisme des élèves. Et puis, il faut faire en sorte, non pas de promener les élèves d'un endroit à l'autre, mais faire en sorte que les parents aient des retenues sur les aides. C'est-à-dire l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et puis, il faut... Des pénalités financières. Oui, et je le dis, il faut réformer le code de la nationalité parce qu'il en va de la continuité historique de la France. Merci beaucoup Malika Soral d'avoir été des nôtres ce matin, de nous avoir éclairé sur cette question de l'abaya, les dindons de la farce. C'est votre dernier essai publié aux éditions Albin Michel, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration. Bonne journée.